Bonjour, bonjour. Token Brise à l'antenne, partenaire de votre pause déjeuner anticipée ou réveil tardif, vous me direz. Ou que sais-je. Donc, oui, ben bonjour, bienvenue. J'avais un peu de temps aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit live. C'était sympa la dernière fois, ça faisait longtemps. Top, top. Donc, ouais, comme je vous disais au menu, VEMAV, hein, quand même, parce qu'on n'en a pas encore parlé, je crois. Dyad, parce qu'on en a parlé, mais que maintenant c'est live. Et collective, on peut en parler encore un peu. Il y a un petit protocole sympa aussi que je vais vous faire une présentation rapide. Asymmetrix pour les intimes, une sorte de pull together sur le Stakis. Et après ça, vous me dites où on s'arrête là, s'il n'y a plus rien. Et Starny, non, je ne parlerai pas de Syncus. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, on va partir tranquillement. Alors, peut-être commençons avec le... Putain, j'ai perdu la routine, pardon. Commençons avec le VEMAV, qui a donc été précisé il y a 2 semaines maintenant, un truc comme ça, avec un peu plus d'éléments de contexte, partagés dans un article que je vais vous repartager dans le chat déjà pour commencer. Hop, donc le voici. Et donc, je vais vous surtout expliquer un peu les principes qui sont présentés là. Il y a quelques idées intéressantes, et vous vous en doutez bien, notamment, ça devrait nourrir la réflexion sur, en version courte, VECRV c'est complètement cassé, comment on améliore un modèle comme VECRV où on l'adapte à d'autres situations en fonction des spécificités d'index ou des choses comme ça. Donc, l'idée ici, elle est dans le titre. Et en fait, on revient vraiment, j'ai envie de dire, à la base philosophique d'un modèle VE, voire même plus fondamentalement à une réflexion encore plus haut niveau de juste comment faire des choix de design dans un protocole DeFi. Donc ça, c'est côté créateur de protocole. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous, ça me ferait plaisir. Mais disons côté plus passionné de DeFi, c'est important aussi à avoir en tête, puisque c'est, dans votre perspective, ce sera plutôt du coup d'analyser des protocoles qui vous sont présentés pour savoir si leurs choix qui sont faits ont une once de sens, pour commencer. Et je crois que je vous l'ai déjà cité, mais vraiment là-dessus, il y a Aiden Adams, de créateur d'Uniswap, qui avait fait un petit tweet qui, je trouve, c'est vraiment la Bible qui résume tout en 5 lignes. Alors, j'ai pas le tweet sous la main, je vais pas vous le retrouver, mais l'idée est vraiment très simple. C'est un peu une sorte de tier list de comment vous pouvez résoudre les différents défis de votre protocole. Et donc, du coup, le tier 1, le tier idéal, le meilleur, l'absolu, celui qui devrait être partout, si vous pouvez le mettre partout, mais c'est tout simplement d'un système complètement autonome, algorithmique, qui fonctionne, tout simplement, qui n'a besoin d'aucune implication de l'utilisateur, qui n'a besoin d'aucun token, d'aucun quoi que ce soit, c'est juste, ça fonctionne, basta, bye bye, au revoir. Donc, il y a quand même pas mal d'exemples de ça dans la nature, mais pensez par exemple à Uniswap. Uniswap, on n'a rien à foutre des uniholders, ok ? Ils peuvent faire n'importe quoi sur la DAO, voter pour élire un pape, pour balancer 1 milliard de unis quelque part, ça ne changera rien au protocole Uniswap, qui lui continuera à swapper et à traiter plus de la moitié du volume de tous les échanges décentralisés, et continuer sa petite vie tranquille, quoi. Donc ça, c'est le tiers idéal, le tiers autonome, trustless, il y a besoin de rien. Après, il y a la question de, ok, mais si je ne peux pas résoudre mon problème avec une solution algorithmique autonome qui n'a pas besoin de personne, comment je fais? Et donc là, on rentre dans les tiers un peu moins idéaux, mais toujours intéressants, qui vont être le tiers 2, qui est donc l'incentivisation. Et donc là, en fait, c'est l'idée que vous allez, en gros, mettre des incitations économiques pour impliquer une communauté d'utilisateurs, potentiellement l'heure de votre token ou pas, à résoudre ce problème. Donc là, c'est typiquement où un mécanisme comme les principes de base des gauches du VECRV réside. Et enfin, le troisième tiers, le moins idéal, le moins périn, qui est donc, si on ne peut pas résoudre le problème avec un modèle d'incitation, alors on gouverne.
Et donc là, par exemple, c'est là où on va retrouver des choses comme les choix de collatéraux sur AV, ou voilà, en soi, ça pourrait être résolu en tiers 2, voire en tiers 1, mais avec, disons, pas mal de R&D. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est en tiers 3, c'est-à-dire que c'est la gouvernance qui décide, coucou les gars, on va rajouter, moi je sais pas, Stargate en token empruntable sur AV, on va rajouter LUSD en collatéral sur Mainnet, et ainsi de suite, vous connaissez la chanson. Donc tout ça pour vous situer le VECRV, qui est donc à un niveau 2, niveau d'incentivisation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et je trouve ce qui est bien explicité dans cet article de Mav, c'est qu'en fait, quand on est au tiers 2, en fait, on utilise la communauté comme un oracle. Dans le sens que on a une décision à faire, donc on va se concentrer sur VECRV ou VMAV, la décision étant comment allouer nos émissions chaque semaine sur les différentes pools. Le système, a priori, ne trouve pas de réponse algorithmique à ça, ou en tout cas, c'était pas idéal, c'était pas faisable, allez savoir, à implémenter. Et donc, on fait appel à la communauté pour amener, en fait, une donnée externe au système pour résoudre la décision. Et c'est dans ce sens-là qu'en fait, c'est effectivement un oracle. Puisque tout comme un Chainlink vous ramène le prix de l'Ether en dollars dans un smart contract qui permet après de faire plein de trucs stylés on-chain, là, c'est un peu la même idée. Le résultat d'un vote VECRV, c'est grosso modo une allocation de tokens CRV sur les différentes pools. Et donc, ça résout le problème, qui était initialement donc d'allouer les émissions. Maintenant, bien sûr, la question se pose de savoir est-ce que ça le résout efficacement. Et là, ça dépend des différents choix qui ont été faits dans le design du système. Donc, vraiment avoir en tête pour commencer que dans un système comme VECRV ou même VEMAV, grosso modo, la communauté donc, de VE holder qui va voter devient du coup une forme d'oracle qui, en gros, apporte cette donnée externe, résout ce dilemme, amène ce choix dans le protocole et lui permet après simplement d'avoir, en gros, pour le faire simple, dans un contrat quelque part, une balance de distribution, à 5% des CRV ils vont là-bas, 3% là-bas, 1% là-bas, et ainsi de suite. Et du coup, le protocole, il peut continuer sa petite vie autonome, ce qui est quand même l'idéal. Donc sur Mav, fondamentalement, ce principe-là ne change pas, dans le sens où ça reste les VE Mav holders qui vont voter pour allouer des Mav sur différentes pools. Mais il y a quand même pas mal, un changement assez significatif, qui est, pour le mettre simple, il n'y a pas d'émission par défaut sur des pools sur Mav. C'est-à-dire, sur Curve, vous avez votre gauge avec vos émissions CRV, vous ramassez des votes, vous avez des CRV sur votre pool. Sur cette tokenomique de VEMAV, l'idée, c'est de s'appuyer sur les émissions externes allouées sur les boosted pools. Donc, juste au cas où, les boosted pools, c'est en gros des pools classiques MAV qui sont wrappés dans un ERC20, que n'importe qui peut créer, mais a priori, ça va être les projets eux-mêmes qui les créent pour leur token, ou des personnes proches, familières, sympathiques avec le projet. Et ça permet deux choses. Ça permet au LP de rejoindre les pools facilement sans avoir à faire tous les choix de paramètres. Donc là, par exemple, je vous montre, tant qu'à faire, une Go USDC. En tant que LP, là, vous avez juste à saisir votre balance Go et clac, vous appuyez sur un bouton et vous êtes dans la pool. Vous n'avez pas à vous prendre la tête à savoir quelle fees, quel WIS, comment je distribue ma liquidité dans la range, quel mode je choisis. Donc ça, c'est le premier bénéfice, ça simplifie l'expérience pour les LP. Et le deuxième, bien sûr, c'est que, étant wrappé en ERC20, cette position, c'est maintenant très facile d'ajouter des récompenses externes, les fameuses, que vous voyez en dessous. Donc là, par exemple, un budget en Go assez généreux. Donc en fait, le signal de base de cette tokenomic MAV, ça va être ces rewards externes qui sont alloués au pool. C'est-à-dire qu'en fait, les MAV les MAV qui sont émis vont être déjà, ils ne seront émis que sur les pools qui ont des rewards externes. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Donc vous ne pouvez pas créer juste une boosted pool, mettre aucune reward, et après voter une blinde de MAV dessus, ça ne changera rien, il y aura toujours 0 émission sur la pool. Donc il faut vraiment le voir comme un mécanisme d'amplification des récompenses externes postées par les protocoles sur différentes boosted pools. Et donc après, l'idée, c'est tout simplement que la quantité de reward externe va être un premier facteur, et les votes alloués sur la pool vont
vont amplifier, du coup, avec des MAV, les incitations. Donc, pour vous le mettre un peu plus concrètement, peut-être en pratique, qu'est-ce que ça pourrait donner? On va rester sur cette left-right de GoUSDC, par exemple. Donc celle-là, là, le budget va être renouvelé, c'est en cours, mais généralement, elle est incentivisée par mois. De toute façon, la logique sur MAV, ça sera par semaine. Mais donc, elle a à peu près, donc sur une semaine, elle a environ 1000 $ d'incentive par jour. Donc sur une semaine, ça serait 7000 $. Donc de base, il y a 7000 Go environ, on va dire comme ça, qui sont distribués sur une semaine sur cette pool, avec le mécanisme de MAV, en fonction des votes de MAV, VE-MAV qui aurait vers cette boosted pool, il y aurait donc une émission supplémentaire de MAV, en plus des Go, pour les apporteurs de liquidité sur cette pool. Alors en termes de chiffres, je crois qu'il donne une amplification jusqu'à x4 ou x5, mais ça c'est vraiment si vous avez une quantité de votes importante, c'est ça, c'est capé à x5, c'est marqué ici, donc 5 fois les incentives externes. Donc ça veut dire que dans un scénario idéal où cette pool est ultra votée par les VE-MAV holders, elle aurait chaque semaine ces 7000 Go habituels postés par le comité, et potentiellement l'équivalent de 35 000 $ en MAV ajouté à ces Go, pour un total de 42 000 $ d'émissions par semaine, donc environ 6 000 par jour, un truc comme ça, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc ça, c'est le principe de base. Alors, dans le chat, ça commence déjà, c'est bien. On va prendre les questions. Donc, est-ce que ça casse pas l'intérêt des bribes? Ben, en fait, c'est tout l'inverse, puisque du coup, ça crée, j'ai envie de dire, un besoin systématique de bribes, notamment pour les projets qui n'auraient pas de position VE-MAV. Puisque si tu as bien suivi mon exemple, là, on parle quand même d'une pool qui passe de 7000 de reward de base à 42 000 total, en scénario max vote. Hein. Ça ne va pas non plus être tout le monde qui va pouvoir ramasser un x5 sur sa pool. Donc là, il faut bien comprendre que soit le projet a lui-même des VE-MAV ou dans sa communauté, et donc ils peuvent voter pour leur pool. Et dans ce cas-là, tant mieux, ils peuvent amplifier eux-mêmes leur récompense. Maintenant, si le projet n'a pas accès à des VE-MAV, ça devient intéressant pour lui, en fait, plutôt que de mettre tout en incentive sur la pool, de considérer une répartition. C'est-à-dire que si un projet donné veut investir 10 000 $ par semaine, mettons, d'incentive, pour avoir des chiffres ronds, donc si un projet, un nouveau stablecoin qui se lance, par exemple, veut mettre 10 000 $ sur sa pool, plutôt, une fois que VE-MAV sera là, avec son système de gauche, plutôt que de mettre directement 10 000 VE-MAV en incentive externe, ça sera en fait potentiellement plus intéressant pour eux, encore une fois, chiffre fantoche tiré de mon chapeau, mais pour vous expliquer l'idée, peut-être de faire quelque chose comme, ok, on va mettre 8000 en incentive externe sur la pool, et on va prendre 2000 pour briber les VE-MAV holders, et grâce à ça, on va obtenir au total, mettons, 15 ou 20 000 de reward sur la pool, grâce à l'amplification des MAV. Il y aura un point d'équilibre, bien sûr, mais vous voyez bien que du coup, ça veut dire que, en fait, concrètement, il va y avoir une sorte de demande un peu innée pour les bribes sur les VE-MAV holders, en provenance des projets qui ont soit pas de position VE-MAV, soit une position VE-MAV limitée par rapport aux incitations externes qu'ils mettent sur leur pool. Et donc, a priori, moi, je m'attends à avoir un marché assez actif sur les bribes. Alors après, bien sûr, l'activité de ce marché, et ça, c'est peut-être le point... pas forcément négatif, mais limitant, disons, c'est que l'activité de ce marché va dépendre entièrement de la quantité de personnes qui mettent des rewards externes sur leur boosted position. Et si bien sûr il y a personne ou quasi personne qui met des rewards externes, alors ça va être assez limité de venir... il n'y aura pas vraiment d'intérêt à les briber, quoi. Maintenant, comme on peut le voir à l'heure d'aujourd'hui déjà, où il n'y a pas ce système d'amplification de VE-MAV, il y a quand même pas mal de projets qui maintiennent des pools assez conséquentes sur MAV, et notamment un peu, j'ai envie de dire, 3 gros product market fit, comme ils disent en anglais. Vous avez des exemples de chacun ici. Les pools de stablecoin, donc on a USDV et Go en ce moment par exemple.
les pools de liquid staking dérivatifs sur Ether. Donc là, vous avez la Wrap Stakis, mais il y a aussi EETH et le petit nouveau PXX. Et enfin, les liquid lockers de différents projets. Donc là, vous avez par exemple ePendle, ou alors encore Spiral Mav, et il y en a eu d'autres. Il y en aura d'autres probablement aussi. Enfin, peut-être le quatrième tiers qu'on voit plus rarement pour l'instant, parce que les gens sont un peu apeurés, soyons honnêtes, mais c'est aussi tout simplement les pools, en gros les pools volatiles, comme on pourrait les dire. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, mais dans une de mes sessions d'advisory Maverick, j'ai eu un projet assez intéressant hier qui envisage de construire une bonne partie de sa liquidité sur Maverick pour son token, qui est lui-même un token volatile, donc juste une liquidité contre Ether classique. Je ne peux pas trop vous en dire plus, parce que je vais les laisser tranquillement faire leur affaire, mais c'est un cas tout à fait viable, c'est juste que ça implique plus de complexité dans la création de pools, un peu plus de savoir-faire et de doigté, et donc la plupart des projets, encore une fois, je vous rappelle qu'ils n'ont pas de compétences de liquidity manager interne, ce qui est une absurdité pour moi, mais il faut vraiment avoir ça en tête, hein. Même Lido est incompétent d'un point de vue de la gestion de sa liquidité, et en fait souvent fait appel à directement aux services qu'ils utilisent pour gérer leurs incitations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne, il n'y a pas un petit Brice chez Lido, si tu veux, qui est en charge de ok Brice, on a 10 000 balles de budget incentive à la semaine, là, optimise-nous ça pour avoir les meilleurs résultats en termes de volume, de PEG, de TVL, qu'importe leur objectif. Et ça n'existe pas chez Lido. Donc si ça n'existe pas chez Lido, imaginez-vous que assez peu de projets au final en ont. Donc ça aussi, c'est appelé à pour moi, c'est appelé à se développer pas mal. Et au fur et à mesure que ça se développe, je pense que à des boosted pool Maverick. Donc ça, c'est pour le côté des bribes. Pour le calcul de la valeur des rewards, logical, ça va, il est toujours au point. Alors, il y a plusieurs choses qui sont envisagées. Idéalement, bien sûr, ça serait le mieux, ça serait d'éviter d'avoir besoin d'un oracle externe, donc c'est-à-dire voilà, je veux dire, la solution brute, simple et méchante, ah ok, ton truc il est sur Chainlink, on prend le prix de Chainlink et basta. Bien sûr, c'est pas la plus périn. Donc par exemple, d'autres solutions qui sont envisagées, c'est de mettre une condition de liquidité par rapport au token qui est utilisé pour les incentives externes sur Maverick en lui-même. Donc c'est-à-dire par exemple, à savoir comment elle sera formulée, mais par exemple, on peut swapper, je sais pas moi, 100K de ton token dans un sens ou dans l'autre avec moins d'1% de slippage sur Maverick. À partir de là, ce token est éligible pour entrer dans ce mécanisme, et donc le prix peut venir de Maverick directement. Et donc là, on a quand même un truc un peu plus périn, puisqu'en gros, un système autosuffisant qui n'a pas besoin d'aller chercher le prix ailleurs. Mais le problème étant que ça crée une contrainte, et notamment, ça crée aussi un peu un problème d'œuf et de la poule pour les nouveaux projets qui commencent à utiliser Maverick, qui n'auront potentiellement pas encore assez de liquidité pour entrer dans ces conditions, qui du coup ne pourront pas bénéficier de l'amplification pour augmenter leur liquidité. Vous voyez un peu le problème. Donc il y a différentes pistes qui sont étudiées, ça va se préciser dans les prochaines semaines. Hop. Alors, je regarde les autres questions pour vous suivre. Alors, go, on verra ça après, hein, peut-être. Alors, pour le fee sur les swaps pour holder de VMAV, pour l'instant, dans cet article, ça se concentre vraiment sur le mécanisme d'allocation des récompenses. Il ne me semble pas qu'il y ait de mention de fee. Donc, je vais me tenir à ce qui est mentionné ici. Ouais, donc là, il vous parle du modèle VE. Ouais, non, pas plus que ça. Donc, pour les filles, ça sera à voir en fonction des annonces futures à venir sur Maverick. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, en effet, côté Bribe, on peut s'attendre à des petits outils sympathiques, je l'espère, de la part des acteurs habituels du marché de l'infrastructure de Bribe, comme notre bien-aimé Warden de Paladin, et à voir si les autres vont se réveiller. Mais bon, si on n'a Paladin, au final, on s'en fout un peu d'avoir les autres. Donc ça, c'est pour les filles. Et la distribution des rewards, Nono,
Donc côté LP, en gros, ça change quasi rien. Dans le sens où, bon, si on reprend un exemple concret, là tu te mets dans ta boosted pool 58 Go USDC, hop, tu supplies donc tes Go actuellement puisqu'elle est sous la zone, tu ramasses ton incentive en Go, ça sera la même chose, sauf qu'en plus de ça, tu auras une incentive en MAV en plus, et dans ta table portfolio, tu les verras, et tu pourras tranquillement, comment dire, claim ça à ta guise quand ça fait du sens pour toi. Donc ça, c'est pour les récompenses. Et du coup, les votants ont soit ils votent pour une pool qui veulent supporter spontanément et ils s'en foutent des bribes parce que c'est leur projet, c'est un projet de leur cause, parce que c'est des chats comme le DeFi collectif qui votent en perspective d'améliorer la DeFi et la liquidité sur les tokens jugés les plus critiques. Soit c'est plus des mercenaires, et dans ce cas-là, ils passeront probablement par une solution externe, comme on le mentionnait, quelque chose comme un petit Warden spécial MAV, si ça existe, et ils auront droit du coup à des récompenses en fonction de leur montant de vote, et comme pour les autres VE, ça se passera directement du coup côté Warden ou autre solution, il n'y aura probablement pas que Warden. Donc ça, c'est grosso modo le VEMAV. Donc moi, je trouve ça assez enthousiasmant parce que ça s'appuie sur, en gros, un product market fit qui a été trouvé par Maverick. Parce que faut quand même avoir en tête qu'en gros, là, si on regarde toutes les pools, là, on a déjà 2 cas par jour si on prend juste ces 2 premières pools. Là, on a encore 600, on est déjà à 2K5. Là, on a encore 600, allez, on va dire on est à 3K, en arrondissant un peu vers le bas. Là, on a quoi 350, donc on est à 3K3. Là, on a encore 2,62, donc on est déjà à 6K. Et on continue, hop, on a combien ici 450, donc 6K4. Je vous fais juste le total de combien de dollars est dépensé par jour pour des projets externes. Là, on a 2K7, donc on est maintenant à 9K. Et celle-là, on a combien? On a 250. Vous voyez, on a quasiment 10 000 dollars par jour juste sur le mainnet dépensés par des projets externes pour attirer de la liquidité de différentes formes et conditions sur Maverick. On peut s'attendre, en outre, à ce que ce chiffre de base augmente au vu de l'amplification potentielle qu'ils pourront avoir, puisque ça augmente encore plus la compétitivité, l'intérêt de Maverick dans ce cas d'utilisation. Sachant qu'il y a aussi les autres réseaux, donc ça c'est assez intéressant à voir. Et oui, c'est vrai qu'en parlant des autres réseaux, pardon, alors est-ce qu'ils en parlent dans cet article? Que je fasse pas de bêtises. Oui, ils en parlent. Donc en fait, la logique pour les autres réseaux, ça va être que c'est un calcul assez simple. En gros, ça va regarder la quantité de VEMAV verrouillée par réseau par rapport au total. Et c'est ça qui va déterminer l'allocation par réseau. Donc c'est-à-dire s'il y a 70% de tous les VEMAV qui sont verrouillés sur Mainnet, il y aura 70% des émissions par semaine sur Mainnet. Et le reste à se partager entre les autres chains à hauteur de leur lock relative de VEMAV. Et donc en fait, ça devient un truc assez intéressant où il y a un peu un jeu au niveau du protocole où, comment dire, en fait du coup la chaîne sur laquelle vous verrouillez vos MAV, ça devient une autre forme d'oracle, encore une fois. C'est-à-dire qu'en choisissant de loquer sur Base plutôt que sur Zk-Sync ou sur Mainnet plutôt que BSC par exemple, vous signalez au protocole, envoie les émissions sur cette chaîne plutôt qu'une autre. Donc ça c'est assez cool je trouve aussi. À voir. Bon, en soi ça je peux vous en parler parce que c'est pas annoncé, mais c'est une idée que moi j'ai proposée et que je vais militer pour. C'est que j'aimerais augmenter ce jeu-là
N'oubliez pas que le MAV est un token Omnichain Fungible Token, Stargate, et donc peut être facilement téléporté d'une chaîne à l'autre, pour le mettre simple. Donc moi, je pitch pour rajouter du dynamisme à ce jeu-là, en permettant aux gens de migrer leur VEMAV loqué d'une chaîne à l'autre, avec bien sûr des conditions. Donc, par exemple, soit un cooldown, ou un cooldown de 6 mois, par exemple, je pense que ça serait un bon juste milieu. Parce que bien sûr, vous ne voulez pas que les gens ils téléportent des gazillions de MAV chaque semaine d'une chaîne à l'autre, mais vous voulez quand même qu'ils puissent le faire, idéalement, puisque on peut envisager un scénario, par exemple, je ne sais pas, je vous dis des bêtises, hein, mais juste pour que vous cerniez, imaginez que des gens, il y a plein de gens qui bloquent des VEMAV sur ZK-Sync, parce qu'il y a pas mal d'activités là-bas, il y a des boosted pools qui sont créés, ainsi de suite. Mais mettons que dans 6 mois, la polygone ZKEVM, elle a explosé le game, elle a 20 fois la TVL de ZK-Sync, les volumes, tout ça. Bah, les gens qui seront sur ZK-Sync, ils seraient un peu frustrés dans ce cas-là. C'est-à-dire, ok, je suis condamné sur ma chaîne à la con, maintenant, là, je peux rien faire, et il se passe rien dessus, et je suis bloqué, et je fais quoi? Je vais faire du marketing pour ZK-Sync sur Twitter pour ramener des gens. Donc, c'est pour ça que je pense que cette idée de pouvoir téléporter, ça serait pas mal. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'inertie là-dessus. Ça peut être soit par exemple même un frais sur les VMAV, mais ça serait un peu punitif. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt de l'angle d'une limitation. C'est-à-dire vous pouvez faire un téléporte tous les 6 mois, par exemple, ça me semble bien. Parce qu'encore une fois, il faut aussi éviter... faut pas rendre le truc trop gameable, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un peu de limitation là-dessus. Pour les merges de lock, je sais pas si c'est possible, ça c'est une bonne question. Mais je leur demanderai la prochaine fois, mais j'en avais parlé de toute façon dans mes calls, donc je pense ils ont ça sur leur radar. C'est vrai que... Ah oui, c'est vrai qu'en plus avec le téléport, ça donne une autre dimension au merge split, quoi. À voir. À voir. Jamochèvre, il ne peut pas y avoir de pool VEMAV-MAV puisque VEMAV n'est pas liquide. Tout comme il n'y a pas de pool VECRV-CRV ou choses comme ça. Tu auras potentiellement les liquid wrappers, là, comme le SPR-MAV, le Spiral-MAV ou d'autres, contre MAV. Mais VEMAV en lui-même, non liquide, non transférable, c'est fini, quoi. Et pour Logical, t'as le lien du tweet que tu mentionnes, je le vois bien, mais je vais galérer à le retrouver, là je suis pas connecté sur mon Twitter, comme ça on peut en parler en connaissance de cause si tu veux. Il m'a énervé ce tweet, aussi simple que ça. Mais on va l'aborder tranquillement. Et sinon je crois que ça va, j'ai rien raté dans le chat, à part ça. Donc, ouais, pour les MAV, ça me semble pas mal. Bon, il y a un petit truc sur lequel je suis en train de bosser, mais je suis pas sûr que ça va vous intéresser. Mais enfin, peut-être que si, pour ceux qui veulent vraiment avoir une compréhension plus aboutie de MAV. C'est donc, comme vous le savez peut-être, je fais depuis début décembre des sessions qu'on a appelées les Open Door de Liquidity Shaping, où c'est en gros, j'ai des créneaux dans mon calendrier que les différents projets ou personnes intéressées peuvent réserver pour avoir une sorte de session de conseils personnalisés pour mettre en place leur stratégie de liquidité sur MAV, donc quel type de pool ils doivent faire, leur stratégie d'incentivisation, comment tirer des LP, ainsi de suite, en fonction de leurs objectifs. Et ça a donné lieu à plein de discussions intéressantes. Je m'attends à avoir pas mal de boosted pool arriver dans le futur. Et notamment aussi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je répétais pas mal d'un appel sur l'autre, qui sont un peu toutes les bonnes pratiques pour créer des pools de manière efficace, comprendre la logique de Maverick vraiment au niveau le plus fondamental, comment choisir ses fees, son WIS, la forme de sa pool, les modes, les modèles d'incentivisation et ainsi de suite. Et donc, je vais en faire une vidéo, probablement la semaine prochaine. Alors, ça sera en anglais. Mais voilà, bon, je partagerai ça sur mes réseaux. Donc à voir, ça pourra peut-être vous intéresser si vous voulez vous-même, ou pour un projet pour lequel vous bossez, créer des pools, boosted pools sur MAV, pour un LP, ou juste quelqu'un de curieux. Si, ça peut être intéressant, vraiment, comme je vous le disais, pour comprendre les mécaniques primaires,
Mais voilà, ça va pas être un truc de comment faire du max yield sur Mav, qu'on soit clair. Hein. C'est vraiment plus dans la perspective. Je suis un projet qui veut créer ma boosted pool, tutoriel avancé par Token Breeze sur comment faire ça de manière smart et pas faire de gâchis, parce qu'on a vu quand même quantité de projets se lancer avec plein d'aplomb et faire des erreurs de débutants, y compris des liquid lockers, et donc ça la fout un peu mal, et c'est d'ailleurs ça qui m'a à la base poussé à organiser ces sessions de liquidity shaping pour en gros aider ces projets à ne pas gaspiller bêtement. Hop, alors, les merges, ok. Donc pour les MAV interchain, le transfert, c'est gameable en fonction des paramètres que tu mets. Nono, c'est pour ça que je parlais par exemple de 6 mois de délai qui a fait peur à du monde dans le chat, ou potentiellement même un frais, ou les deux, ou j'en sais rien, mais voilà, mécanisme un peu tampon pour faire en sorte qu'on n'ait pas des gugus qui nous téléportent chaque semaine leur MAV d'un côté ou de l'autre. On peut même envisager un délai un peu moins grand, mettons 3 mois, mais une période de carence. C'est-à-dire que quand tu téléportes tes MAV, ils vont être seulement applicables, effectifs, à époque plus 1 ou époque plus 2. Donc tu vois, si l'époque, elle tourne comme sur les vélos forks tous les jeudis à 2h du mat, là, tu téléportes tes MAV dans la semaine, il faudra en gros que tu attendes la prochaine époque, plus un delta de 1 ou 2 époques, avant d'avoir ta balance effective et de pouvoir voter sur le réseau sur lequel tu t'es téléporté. Ça peut être voilà, un autre mécanisme pour, en gros, rajouter du tampon un peu et éviter de rendre le système trop attaquable. Donc je crois que c'est pas mal pour Mav. Il y aura plus de détails qui va venir de toute manière dans les prochaines semaines, mois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre, comme d'hab. Alors je voulais vous montrer Diad, mais leur site, il est un peu en PLS, je crois. Ouais. Mais bon, en gros, Diad, un stablecoin dont je vous parlais depuis quand même assez longtemps, vient de se lancer. Alors c'est un lancement tranquille, pas besoin de se précipiter. Mais vous pouvez d'ores et déjà déposer des wrap-is pour minter le Diad. Hop, c'est pas celui-là que je voulais. Donc je voulais vous montrer le site, mais je sais pas, j'arrive pas à le charger de mon côté, je sais pas s'ils sont down, ils ont un souci, qu'importe. Et bien sûr, il y a une notion, je sais pas s'ils explicitent ça, il n'y a pas des points encore, quoi que ce soit, mais il y a une notion de les premiers participants seront éligibles à des formes de récompenses, donc à vous de voir et de faire vos recherches à ce niveau-là si ça vous parle. Gardez aussi en tête que bon, bah, à l'heure d'aujourd'hui, le prix est assez go-like, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de liquidité, et il n'y a pas spécialement de raison de vouloir du Dyad à l'heure d'aujourd'hui, à part pour ceux qui le mint. Mais donc voilà, ça va être assez intéressant, je pense, de voir comment ça se déroule. Et pour le rappel, l'idée un peu fondamentale de Dyad, c'est d'avoir un niveau primaire immuable, donc des règles non modifiables qui gouvernent un peu la base du protocole, mais ces règles ayant assez de flexibilité pour permettre aux participants du système, on va le dire assez simplement, de rajouter de nouveaux collatéraux ou de faire évoluer. Donc c'est un peu une sorte d'entre-deux entre un CDP ultra dégène où tout se passe avec un multisig et une gouvernance et c'est YOLO, et un truc comme Liquity où bah, rien n'est changeable, et du coup c'est sympa, ça a des grosses garanties, mais ça a aussi des limites. Donc c'est en ça que moi il m'intéresse, parce que je pense que cet entre-deux il est pertinent, et bah, côté collectif aussi, on en parlera peut-être après, mais on va aussi être impliqué côté MAV, et faire valoir et contribuer notre expertise en soutien de liquidité, notamment sur les stablecoins. Alors je comprends pas trop ta question logique. Si on peut voter pour n'importe quelle pool sur une même chaîne sans cooldown, quel est l'intérêt d'empêcher les BMA holders de voter sur des pools d'autres chaînes?
En fait, c'est pas une question d'intérêt, c'est une question que le système actuellement, il attribue, mettons chaque semaine, tu as 100 000 MAV qui sont distribués, il va d'abord faire une première répartition de gâteaux en regardant, ok, où sont mes VE MAV? Ah, il y en a 75% sur mainnet, alors 75% de mon émission de la semaine, elle va sur mainnet. 10% sur base, ok, 10% des VE MAV de la semaine, ils vont sur base. Donc il y a un peu, voilà, première répartition de gâteaux au niveau des chains, et après, sur chaque chain, en fonction des incentives externes et des votes en VEMAV sur chaque pool, une répartition au sein des différentes boosted pools. Ouais, donc petit retour sur MAV, mais quand ça c'est fait. Donc voilà pour Diad. Il y a Alice dans le chat, je crois que tu as minté du Diad, Alice, non? Ou pas encore? Si, tu nous en parlais? Parce qu'il y a une histoire de... J'aime assez qu'ils aient fait ça, au final, je trouve que ça c'est un peu un skill test. Parce qu'il y a une histoire de frais sur le front-end quand tu déposes. Bon, je trouve ça un peu gourmand par contre. Quand tu déposes des Wrapis, actuellement, il me semble qu'il y a 0,15% de frais sur le front-end. Mais si j'ai bien compris, c'est un frais front-end seulement. Donc ça veut dire que si vous êtes assez habile pour interagir directement avec le contrat, vous vous épargnez ce frais. Donc à la rigueur, pourquoi pas, en stade assez jeune, early du protocole, ça fait un peu un bénéfice aux utilisateurs qui suivent, quoi. Et pour faire ça, allez voir dans le Discord DeFi France, Alice, qui est donc officiellement la première minteuse de Diad ever, a documenté un peu ça vite fait, je crois, je sais plus, j'avais vu passer quelques trucs où tu mentionnais comment interagir avec le contrat, que tu avais galéré, brûlé pas mal de gaz, mais que tu avais appris des trucs, grosso modo. Donc ouais, si vous cherchez Diad sur DeFi France, vous devez trouver ça. Il n'y a pas deux contrats différents pour le Diad, c'est vraiment juste un frais front-end comme Uniswap, donc vous interagissez avec le même contrat, mais si vous passez par le front-end, vous avez ce frais qui est appliqué. Si vous passez directement par le contrat, a priori, il n'y aurait pas le frais à confirmer, mais il me semble que c'est un frais front-end. Donc ouais, désolé pour le Diad, la page qui est morte, mais qu'est-ce qu'il y avait sinon? Il y a leur doc ou leur Discord, vous trouvez les liens assez facilement, sans trop de problèmes, je pense. Donc Mav et Diad, on va dire que c'est couvert. Un autre petit truc que je voulais vous montrer, parce que je crois pas que j'en ai parlé, ou plutôt rapidement, mais je trouvais ça assez sympa. Si, j'en ai peut-être parlé il y a quelques semaines. Mais bon, j'ai commencé à faire Mumuse avec, donc je suis un peu plus familier avec le protocole. Donc là, c'est en fait penser pool together, mais avec des stakies. Parce que c'est vraiment ça l'idée. Donc, vous avez vos stakies qui font un petit rendement. On les met tous ensemble dans un contrat. Et en gros, il me semble que c'est par semaine, ça fait une petite loterie avec le yield, seulement avec le yield. Donc, vous posez 50 stakies là-dedans, vous aurez toujours 50 stakies. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il arrive de votre yield? Votre yield, il va être tiré à la loterie en fonction des différentes personnes qui ont déposé. Et donc, ouais, c'est ça, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, à l'heure actuelle, il y a entre 3 et 4 Ethers qui sont distribués, 3 et 4 stakies qui sont distribués aux différents participants, en fonction, bien sûr, pondérée par leur balance de base, hein, donc c'est-à-dire combien vous avez mis de stakies dans le protocole. Oups. Et là où c'est assez marrant, c'est qu'il y a aussi toute une logique sur leur token, en plus de cette loterie, donc le ASX, où en déposant, vous avez donc une allocation ASX en plus. Alors, vous enflammez pas trop sur le yield parce qu'elle est en escrowed ASX. Donc, ça veut dire qu'ils sont non liquides, ils sont escrowed. Et pour les avoir en liquide, il va falloir les vested pendant 100 jours, donc un peu plus de 3 mois. Ça, c'est le premier truc. Et après, c'est un peu réflexif, mais c'est pas complètement débile. Ils ont tout un système autour de leur token où, en gros, en étant un locker de token LP, et ils acceptent à la fois un Uniswap 50-50 et un Balancer 80-20, vous gagnez différents bénéfices sur vos interactions avec le système, notamment des chances augmentées de victoire. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un peu un insider. Et
un vesting plus rapide, et enfin aussi, et ça c'est assez classique, un boost sur le rendement de base en EIS ASX que vous avez. Donc potentiellement, si vous aimez bien l'idée et que vous voulez vous inscrire dans une logique long terme, ça peut être intéressant de construire une position loquée pour un peu amplifier le rendement que vous pouvez faire sur vos Ethers. Et il y a aussi un mécanisme assez fun qui est que donc les gens qui sont en vesting peuvent choisir de, en gros, renoncer à une partie de leurs tokens pour les obtenir plus rapidement. Et ces tokens sont ensuite mis à la vente par les gens qui sont en perspective plus long terme, qui peuvent donc du coup acheter des ES ASX, sachant que donc un ES ASX, c'est un ASX. Le seul truc étant qu'il faut les fameux 100 jours entre les deux pour les convertir. Mais donc, pour construire une position ASX, ça peut aussi être intéressant de passer par là, ou tout simplement la farm, hein, ça reste encore le moins risqué, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit mécanisme assez marrant, assez sympa sur le Stakis. Après, c'est vrai que maintenant, il y a de la compétition en termes de quoi faire avec ces Stakis. Mais si vous aviez aimé l'idée de Pull Together, je me suis dit que ça pourrait vous parler. Personnellement, j'ai déployé un peu, je me suis dit pourquoi pas. Alors, pour rester, Oxevix, pour rester sur les stablecoins, je voudrais savoir si tu avais une idée d'à quoi serait dû le manque de prise de part de marché des CDP par Gravita. Malgré le déploiement sur différentes chaînes, l'ajout de LSD, apparemment, ils ont encore beaucoup de mal à concurrencer les Libra ou Prisma, qui sont des machines à incitation, mais est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, alors, c'est un peu des protocoles qui ont pris des trajectoires de croissance différentes, j'ai envie de dire. On va aller les voir. On va les retrouver ici, normalement, tous. Ouais, on a les trois. Donc, Tiens, on va commencer par les charts, ça donne une bonne idée. Donc là, on regarde les collatérales, la TVL, hein, donc la collatérale qui sont dans le protocole. Donc, bon, c'est grosso modo corrélé aux stablecoins qui sont mintés, hein, mais faut quand même avoir un proxy. Mais donc, vous voyez un peu différents patterns de croissance, quoi. Donc, notamment côté Prisma, on voit vraiment clairement l'impact du token. Gardez en tête aussi que comme là, on regarde les TVL des collatéraux, on est assez exposé aux variations de prix d'Ether. Donc peut-être si on regarde en Ether, ça va plus vous parler. Vous voyez qu'en Ether, par exemple, c'est à peu près statique depuis le lancement du token. Bon, ils ont pris peut-être une dizaine de cas d'Ether sur Prisma. Donc on va les mettre toutes en Ether, c'est peut-être plus parlant. Comme ça, on n'a pas cet effet amplificateur, disons, du prix. Et donc, ils sont tous un peu à un effet plateau, là, ces derniers temps. Alors, à différents niveaux de TVL, hein, on est à peu près 200 K Ether sur Prisma, 140 sur Libra, et une vingtaine sur Gravita. Maintenant, il faut aussi avoir en tête que, en termes de croissance, Gravita alors, il a ses points, mais il n'a pas encore lancé son token, tandis que Prisma et Libra ont déjà lancé leur token. Donc je ne suis pas en train de vous dire que ça va forcément faire une verticale comme sur Prisma quand Gravita lance le token, mais c'est quand même un élément à avoir en tête. En gros, le mécanisme de récompense d'incitation sur Gravita est moins explicite, moins direct que ce qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui sur les deux autres, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi il y a une différence d'adoption. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent contextualiser ça. Donc sur Libra, pour commencer, tu as tout ce mécanisme de grosse incentivisation, comme tu en parlais. Donc déjà, le fait que, si je vous dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Les minters sur Libra sont rémunérés. Alors pareil, là c'est en escroc de LBR, ou je sais plus comment ils s'appellent leur truc, que vous devez après vester pendant 90 jours. Il y a un mécanisme de boost et ainsi de suite. C'est un peu similaire à ce que fait comment ça s'appelle, Asymmetrix au final.
donc potentiellement, ça peut expliquer pourquoi il y a plus d'adoption là-bas, pour l'instant. Côté Prisma, là, il y a plusieurs facteurs aussi à prendre en compte. Donc pareil, il y a des émissions sur juste par le simple fait de minter des stablecoins, dépôt du collatéral pour minter des stablecoins. Et là, pareil, vous avez une logique de boost aussi chez Prisma, c'est au final assez similaire à ce qu'il y a chez Libra. Et il y a aussi, après, un côté, peut-être pas forcément PC de dire ça, mais pensez aussi à quelle communauté porte chaque projet, et ayez en tête que, pour le mettre simplement, un IS de TVL externe n'est pas égal à un IS de TVL interne. Et en gros, quand je parle de TVL interne, je parle de, bon bah, voilà, si vous avez vos investisseurs qui balancent 10K Ether dans le projet, ok, c'est sympa, ils se font de l'argent, mais est-ce que vous avez vraiment accompli quelque chose concrètement? Est-ce que c'est... alors, c'est très dur de faire la différence dans cette TVL-là, bien sûr, juste en voyant la charte, mais par exemple, je pense que côté Prisma, alors je ne suis pas allé faire du slushing on-chain, hein, mais je pense qu'il y a, voilà, il y a un peu toute la famille des lamas au rendez-vous, et que probablement une bonne partie de la TVL est en provenance de insider, entre guillemets. Mais bon, après, au final, ça fait plus de MKUSD en circulation, ça marche pour eux, donc pourquoi pas. À voir. Sachant qu'ils ont tous aussi un mécanisme d'incitation sur le stablecoin en lui-même, où vous pouvez donc aller directement staker dans le protocole pour environ 7-8%, ça doit être la même chose des deux côtés. Non, ça c'est Mint. C'est quoi Mint Pool chez eux? Ah, je sais plus, pardon. La Mint Pool, c'est quand on... DLP. Non, ça c'est les LP, ok. Bon, je crois qu'il y a un truc aussi chez... Ah oui, c'est le PEUSD, c'est ça? Non? Ah non, le EUSD, il a déjà un yield qui vient des collatéraux et qui rebasse, je crois. Ouais, c'est ça, 8%. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'incitations des deux côtés. Côté Gravita, vous avez la Stability Pool aussi. Mais il n'y a pas... Bon, après, il y a les points, vous me direz, sur le Mint. Donc voilà, c'est à voir. Qu'est-ce que ça va donner dans le long terme? Mais c'est pas forcément clair où on en est aujourd'hui. Le seul truc qui était clair, c'est que Raft, c'était de la merde portée par une équipe de connards, soyons honnêtes. Et bon, il leur est arrivé ce qui devait leur arriver. Et c'est tant mieux, parce que bon, désolé d'être aussi vache, mais voilà, des projets comme ça, et portés de manière aussi pitoyable, bon, au final, ça n'apporte rien à l'écosystème. Et avant même le hack, il y avait déjà des graves problèmes d'adoption et de traction sur Raft. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça rajoute un peu du mérite, j'ai envie de dire, à Libra et Prisma. C'est que Raft avait quand même aussi des incitations assez généreuses de tous les côtés. Et ça n'a pas suffi à faire grandir leur TVL, puisque même avant le hack, il y avait déjà, comment dire, ils avaient déjà été flip par Gravita, par exemple. Et bien sûr, par les deux autres qui sont plus gros. Donc je sais plus qu'est-ce que ça donnait la TVL au plus gros, on peut aller voir. Voilà, ils sont montés jusqu'à 35 000 Ethers, mais après, ça a été un peu une chute libre. Donc ça, c'est pour les CDP. Pour les stratégies de yield, non mais je sais pas, faites votre boulot, j'aime pas trop donner directement des strats, mais il y a plein de trucs à faire maintenant, enlever les gens des LSD pour aller prendre des yields, même en empruntant, donc les protocoles qu'on vient de mentionner, après vous pouvez rester en stablecoin, vous pouvez avoir une autre exposition en Ether par-dessus, Cat in the Box, comme tu mentionnes aussi, qui permet d'avoir une exposition neutre, puisque tu empruntes de l'Ether sur de l'Ether. Donc c'est à vous de voir, vraiment, chacun fait sa cuisine en fonction de ses préférences. Moi je ne suis pas là pour vous donner des recettes, mais plus pour vous expliquer, j'ai envie de dire, et vous expliciter les accords et les différentes épices qu'il peut y avoir dans les plats. Mais après c'est à vous de faire votre cuisine. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre? Si, Antoine, si tu as le lien de ce petit... Ah non, je vais le retrouver là, t'es bon, t'inquiète. Parce que c'est vrai que ce tweet, il était intéressant. Ah, putain, il me rend fou Twitter à chaque fois.
C'était où? Eh non, je vais pas pouvoir voir les replies, sérieusement. Il faut se connecter pour voir les replies, mais va chier. Et si j'essaie comme ça? Ah, ça doit pas être replies, je sais pas ce que c'est. Ah, yeah. Si t'as le lien du tweet, Antoine, je veux bien, parce que sinon ça va être la misère de le retrouver. Comme ça, on peut... Le tweet de Bunny, là, The Fram, je sais plus quoi. Oh, alors, attends, sinon je crois que je l'ai là, dans un coin. Si, je dois l'avoir ici. Non. Oh. Alors attends, sinon je vais le retrouver comme ça. Si, je crois que c'est lui. Yes, c'est lui. Donc ça, c'était le fameux tweet que Antoine nous avait mentionné. Yes, merci. Bon, quelqu'un l'a mis dans le chat, c'est parfait. Antoine nous avait mentionné quelques minutes plus tôt. Donc en fait, il y avait pas mal de choses qui m'ont dérangé dans ce tweet. Mais en fait, on va le mettre assez simplement. Donc c'est un tweet d'un gars qui travaille sur Timeless, donc Bunny. Le niveau d'incitation sur Uniswap V3 et bientôt V4. Et il vous explique un peu les hooks. Donc ok, jusqu'à là, à la rigueur, ça va. Les hooks, ça permet de faire des intégrations sympas. Et en gros, c'est vrai que ça, c'est assez vrai. Cette phrase-là, tout à fait d'accord. L'idée qu'en fait, on passe d'un DEX à une sorte de métaverse de DEX, dans le sens où les hooks permettent de créer plein de fonctions customisables et plein de choses assez intéressantes, où en gros, plutôt que d'avoir 40 milliards de forks Uniswap V3 un peu banco comme on a aujourd'hui, peut-être qu'on s'oriente plus vers un futur où ils vont tous se construire via des hooks sur V4. Et donc, il y a vraiment un peu ce côté consolidation de la liquidité qui peut être assez intéressant. Maintenant, c'est ça qui me dérange beaucoup, parce que, en fait, c'est complètement faux, factuellement. Et en fait, j'ai du mal à croire qu'un gars comme The Fram, ils ne le savent pas. Donc en fait, je me dis, il y a deux possibilités. Soit il est incompétent, soit il est manipulateur. Et dans les deux cas, c'est extrêmement grave pour moi. Et ça m'a fait reconsidérer certaines choses. Dans le sens où, aussi on peut rentrer un peu dans l'idée. Donc déjà, en fait, il n'a pas compris du tout ce que permet de faire Maverick. Parce qu'il faut rappeler que les structures de liquidité de base sur Uniswap V4, ce sera les mêmes que sur V3. Donc, pour le mettre plus concrètement, en fait, c'est très facile à expliquer graphiquement, et c'est pour ça que je suis assez choqué qu'un gars comme lui n'arrive pas à le percevoir. Uniswap V3, c'est quoi? C'est grosso modo une pool statique linéaire sur Maverick. Grosso modo, hein, parce qu'il y a aussi des différences de frais, de WIS et tout ça, où il y a plus de flexibilité sur Maverick. Mais pour le mettre simplement, en termes de distribution de la liquidité, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire qu'une pool Uniswap V3, si vous voulez la faire sur Maverick, vous faites ça. Et là, vous avez une pool, l'équivalent fonctionnel en termes de forme de la liquidité d'une pool Uniswap V3. C'est-à-dire que vous avez, donc là en l'occurrence, une concentration de liquidité en ISUSDC sur un prix de 2008 Ether à... 2000 et quelques USDC par Ether à environ 2600 USDC par Ether. Maintenant, et ça c'est le truc que plein de gens ont du mal à comprendre, si vous faites juste ça, c'est fini. Ça, c'est impossible sur Uniswap V3. Bon, bien sûr, ça n'a peut-être pas forcément de sens, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que Uniswap V3 impose une distribution linéaire au sein de la range. Donc un truc comme ça. N'importe quelle modification, que ce soit même un schéma exponentiel comme celui-là, ou même des structures, par exemple en buy ou sell wall, des trucs comme ça, c'est impossible à répliquer nativement sur Uniswap V3. Vous allez rentrer dans la cuisine de la sorcellerie avec plusieurs types de pools cumulés les uns dans les autres qui aboutissent à des horreurs en termes de gaz. Et c'est là où ça me rend assez fou, c'est qu'en fait le gars il est en train de vous expliquer que faire ça sur Maverick, ça coûte une blinde en gaz, alors que c'est conçu pour le faire nativement et de manière très efficace, et que en fait sur Uniswap vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus pertinente.
Ce qui est en fait, techniquement, moi je vous le dis d'avance, hein, c'est juste tout simplement faux. En fait, je pense qu'il a une petite confusion de son côté, qui est entre le rebalancement dynamique de liquidité et la reconcentration. Et donc, à ce niveau-là, c'est peut-être ça qui aboutit à la confusion. Alors, il y a cette idée, en effet, que potentiellement, avec un hook, vous pouvez avoir une... Et c'est peut-être le seul truc intéressant que je vais lui donner. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une concentration de liquidité, donc flat, je vous le rappelle, hein, pas d'exponentielle ou autre, mais bouger cette zone en fonction des prix, à gauche ou à droite. Ça, vous pouvez le faire avec une Uniswap V4. Et donc ça peut être intéressant, en effet, pour reconcentrer plusieurs bins de liquidité d'un coup en fonction des variations de prix, là où les modes dynamiques sur Maverick, ils se passent sur un bin. Et donc, à voir avec les bins que vous choisissez. Donc c'est vraiment le seul truc, mais c'est pour ça que quand je vois un tableau pareil, bon déjà généralement quand les gars ils vous font des comparaisons comme ça pue. Mais donc Tailored Liquidity, c'est sur Bunny c'est en fait tout simplement impossible hein, à l'heure actuelle, à voir ce que ça va donner sur V4. Mais bon, il y a bien une raison pour laquelle, par exemple, avec le Liquidity Committed Go, on a vraiment essayé, mais c'est pas possible, quoi. Hein. T'es obligé de faire des ranges à la con, du genre 0,85, 1,05$ pour avoir une distribution comme tu veux. C'est extrêmement inefficace. Il faut créer une gauge à chaque fois et passer par la gouvernance. Donc, quand il me met limité d'un expensive côté Maverick, j'ai envie de lui mettre une grosse claque de foutage de gueule de sa part, parce que vraiment, c'est assez abusif, quoi. Donc le shifting de liquidity, à voir qu'est-ce qu'il appelle derrière ça. Est-ce que c'est la réallocation au prix ou juste une reconcentration en dessous ou au-dessus du prix comme Maverick? Déjà, il faut faire la différence. Et donc, en effet, la reconcentration, elle se fait sur un tick. Le restaking, c'est pareil. Là, c'est encore extrêmement mal informé. Parce que j'imagine qu'il part du principe que sur Bunny, vous avez un ERC20 une fois que vous créez une pool. Et donc, vous pouvez le staker sur Bunny pour du rendement, mais potentiellement ailleurs. Bon, ce gars-là, il a techniquement et manifestement pas compris les boosted pools, puisque c'est exactement ce qu'elles font sur Maverick. Vous pouvez les staker sur Maverick, mais rien ne vous empêche de les staker ailleurs. Donc, encore un élément faux ici. Le Dynamic Swap Fee, ça, je lui donne. En effet, avec les hooks Uniswap V4, vous pouvez avoir des frais dynamiques. Et pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de frais dynamiques sur Maverick. C'est vous créez la pool avec un frais donné et basta. Et après, bon, le Uniswap Order Flow, bien sûr, personne à part Uniswap ou des trucs qu'on suit sur Uniswap ont le Uniswap Order Flow, mais voilà, encore, ça c'est une manière de rajouter un 5e petit point vert sur son tableau, parce que 4, c'était pas assez sexy, quoi. Mais donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment factuellement incorrectes, et ça me dérange, parce que je me dis, en gros, encore une fois, on revient à la réflexion de base, soit le gars est incompétent, donc c'est-à-dire il n'a pas évalué son marché. Je vous rappelle que le mec construit quand même Bunny, quoi. Donc s'il n'a pas compris comment fonctionnait Trader Joe, Camelot et Maverick alors qu'il construit Bunny, je suis très inquiet pour ce qu'il va nous shipper sur Bunny. Soit il a compris comment ça marche et il décide volontairement de faire des confusions pour induire les gens en erreur. Et là, en fait, c'est encore pire, puisque clairement, intention de nuire, de manipuler et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est moi, en tout cas, c'est mon fameux Black Book of Shame immédiat pour des profils pareils. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'est-ce qui me dérange encore? C'est que, bien sûr, en fait, on comprend bien que... Oui, donc déjà aussi, n'oubliez pas que là, c'est pas Bunny l'actuel, hein. C'est Bunny V2 une fois qu'Uniswap V4 sort. Donc, on ne sait pas trop quand dans le futur, mais on parle de mois, comparé à ce qui est effectivement live sur les 3 autres. Donc, ça aussi, c'est assez marrant, parce que, en fait, si on rajoutait la table Bunny actuelle, Tailored Liquidity, pas possible, Shifting Liquidity, pas possible, Restaking, ok, c'est possible, Dynamic Swap Fee, pas possible, Uniswap Order Flow, bon, bien sûr, tu l'as. Mais vous voyez bien que déjà, la comparaison, elle est tout autre. En fait, et c'est peut-être ça qui me dérange le plus, c'est qu'on se rend bien compte que tout son poste, c'est juste un gros shield assez moisi du lit, quoi. Le mec, il va quand même jusqu'au point à vous mettre un lien vers le swap DeFi Lama pour acheter du lit. Si ça pue pas le désespoir, ça, dites-moi, qu'est-ce que ça sent? Sachant qu'en plus, il va après réinsister sur le clou en vous disant qu'en gros, bon, déjà, que Bunny V2 va dominer le DEX Industrie et Uniswap V4, énorme assumption, hein, qu'on soit clair, énorme, puisque je vous rappelle que donc Bunny est live sur Uniswap V3 et que pour l'instant, il domine que dalle. Hein. Il met vraiment que dalle.
On parle d'un truc qui a 5 M de TVL et 2/5 de volume. Donc il faut se calmer. Et 3 M de volume, ouais, bravo. Et comment dire, donc à voir ce que ça va donner sur V4, moi je leur souhaite tout le succès, mais donc 3 M de volume, dont 90% sur une poule à très bas frais, et quasiment tout le reste est mort. Il y a assez peu de dynamisme sur Bunny aujourd'hui, notamment dû à ce qui se passe sur le token Lit en lui-même. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a pas mal énervé. C'est le côté en mode si tu penses que Uniswap V4 ça va marcher, alors et tu veux parier dessus, alors achète du Lit, quoi. Et ça c'est assez fifou. Mais mine de rien, ça a marché, et c'est là que je me dis quand même qu'on est sur un truc assez délirant. C'est que voilà, le gars il a réussi à faire son pump, hein. Vous regardez le timing du tweet, donc là on est quoi, on était hier à 10h, et le tweet il a combien de... Donc hier à 10h c'était il y a 14-15 heures. Il est où son tweet que je le retrouve? Et voilà, hier à 9h30. Donc c'est vraiment, en gros, c'est un pump-o-matic tweet, et il a eu son pump, il est content. Mais bon, après, c'est pas très dur de faire un pump sur un token comme Lit, hein, parce que allez voir la donnée historique pour contextualiser le truc. Mais de base, hein, on est sur un trading volume sur le Lit qui est quand même pas loin du Lucha token, hein, qui est un peu ma référence pour savoir, parce que le Lucha token, il a un très bon volume par rapport à sa market cap, mais il a une market cap qui est une fraction de Lit. Donc voilà, ça je trouve ça assez dérangeant, mais en même temps bon cas pratique pour vous montrer un peu voilà, les petits shenanigans auxquels les gens se permettent de faire. Et ça va, je suis pas le seul à avoir relevé le shield du token et tout ça, donc ça, je pense qu'ici vous n'êtes pas tombé dans le panneau d'un truc pareil, mais voilà. Bon, après on pourrait continuer, mais j'ai pas envie de creuser la tombe de Bunny, parce que moi j'aimais bien le projet à la base, hein, mais je suis assez dérangé par les orientations qu'ils prennent récemment, et notamment la manière de communiquer. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une perspective en fait où le Bunny actuel est abandonné parce qu'il est réalisé non viable ou quasi non viable. Et donc en fait c'est un peu le pari on mise tout sur Uniswap V4 pour ressusciter le truc, quoi. Et je trouve ça assez limité, parce que bon, quid en attendant de la version actuelle. Et bon, pareil, ils ont un Liquid Wrapper là, auquel on a mordu à l'hameçon avec le collectif, parce qu'on est friand de capacité de liquidity driving sur mainnet. Mais pareil, là-bas, c'est pas la joie. Et c'est tellement pas la joie que on est pareil, donc le fameux test du Lucha, c'est un bon test sur celui-là. $1000 de trading volume sur 1,5 de market cap pour Liquid aujourd'hui. Quasiment $5000 de volume 24 heures pour 180K market cap sur Lucha aujourd'hui. Donc voilà, ça vous donne le truc. Un token qui est 10 fois plus gros que Lucha, qui fait 1/5 de son trading volume. Je vous invite vraiment à faire le test du Lucha pour vous faire une idée des dynamismes qu'il peut y avoir sur les projets. Et non, c'est pas... Est-ce que c'est 88 miles per hour, la team? Je suis plus sûr, c'est plutôt... ou alors ils ont rebrand, parce que ça change tout le temps. Ils ont un autre... merde, c'est un gars... Est-ce qu'on va le trouver comme ça? Yes. À la base, ils ont un protocole de tokenisation de yield qui s'appelle Timeless, ouais, mais qui est pareil, je crois pas qu'il ait une traction du feu de Dieu, celui-là. Hein. Et Bunny, c'était un peu leur idée pour ramener des yields Uniswap là-dedans, mais je crois qu'au final, ils n'ont jamais fait la connexion entre les deux. Mais attends, là, c'est la TVL de quoi? Ça, c'est la TVL qu'il y a sur Bunny, je crois. Ouais, on peut voir la liquide. Oui, non, d'accord, Timeless, il est mort. Hein. Aussi simple que ça. Vous voyez, là, on a 63K TVL sur le protocole dans son entièreté. Donc voilà, ça règle la question. Il y a vraiment que... Rico Gourmet, c'était quoi cette histoire déjà? Tu t'étais proposé pour nous faire un truc visuel pour les rapports du collectif, c'est ça? Yes, j'ai pas oublié ça, c'est juste qu'on est en train d'incrémenter les rapports avec plus de chiffres. Et donc peut-être qu'on pourra faire ça pour le rapport de janvier, parce que là on va rajouter pas mal de choses
dans celui qu'on va publier dans une semaine et qui fait donc le point sur novembre. Notamment, on voulait beaucoup booster la section impact. Alors, on ne va pas pouvoir couvrir tous les impacts, on va essayer de donner des données au niveau, mais on veut aussi surtout faire des zooms un peu sur les principaux endroits où on s'est concentré pour développer la liquidité sur un mois donné. Parce que c'est vrai que le mois dernier, il était assez rapide la question impact, on a juste vite fait mentionner ce qu'on faisait. Donc à ce niveau-là, on veut rajouter. Sinon, après, pour le reste, probablement les différentes catégories ici vont rester assez similaires. Au niveau des dépenses, on va avoir aussi plus de choses. Parce que là, on n'avait que le gaz, mais on va avoir aussi les dépenses récurrentes mensuelles qui sont liées à, je sais pas, maintenir une boîte postale quelque part ou des choses comme ça, et les contributeurs. Donc probablement on va avoir une sorte de petit camembert des dépenses et un peu plus de choses dans l'impact report. Donc je pense que le rapport de janvier, pardon, le rapport sur le mois de novembre, publié donc dans une semaine, sera une bonne base. Et côté rapport, on pense réduire le delta à 15 jours à partir de janvier. Mais ça, je vous le dirai de toute façon. Donc à voir. Sinon, quoi d'autre de cool? Côté collectif, puisqu'on y est, on a une nouvelle version du site qui arrive, faite par non d'autre que Wael, le designer du logo DeFi France, du logo DeFi Collectif, du logo Token Breeze, de mon Lama, du logo DeFi Lama et de pas mal d'autres choses. Mais donc à l'artiste dont j'aime beaucoup la patte et qui nous a fait pas juste un réhabillage graphique, mais vraiment rajouter pas mal de choses sur le site qui va devenir beaucoup plus parlant et fonctionnel. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. A priori, ça devrait être pour janvier. En parlant de janvier, on a vraiment plein de choses qui arrivent côté collectif, puisqu'on a deux protocoles un peu partenaires, j'ai envie de dire, qui vont se lancer. Donc le fork de Retro sur ZKEVM qui est 0, et le fork de 0 sur Mainnet qui est Blueprint. On a aussi, je ne peux pas vous en parler encore spécifiquement, mais un partenariat d'extrêmement grande envergure en phase de finalisation, qui aura un impact massif sur les capacités du collectif. Donc, hâte de concrétiser ça, a priori, si tout va bien, et de vous en dire plus. Et je pense aussi qu'au passage, avec le nouveau site et la puissance de frappe démultipliée des fourmis, je vais en profiter pour refaire une petite tournée média sur le collectif, et surtout que d'ici là, on aura plus d'impact, de choses à rapporter. Donc, ça devrait être assez sympa. Le début de l'année, côté collectif. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont demandé comment contribuer et comment ça se passe au niveau de l'organisation en interne. Donc justement, à ce niveau-là, on a aussi un article qui arrive, à savoir quand, bientôt, peut-être aujourd'hui même en fait, qui est écrit par le dernier contributeur qui a été recruté côté collectif, qui est donc Lude. Je crois que vous avez déjà parlé de lui. Et qui raconte un peu son histoire de comment il s'est retrouvé embarqué dans cette histoire-là. Et je me suis dit que ça pourrait un peu vous donner plus de perspectives sur comment ça se passe. Mais donc on a vraiment cette logique de... On veut des gens assez autonomes et qui n'ont pas besoin d'être dirigés pour contribuer. Et donc, on a vraiment ce principe que voilà, vous vous pointez sur le Discord, vous vous présentez, vous nous dites ce que vous savez faire, on vous pointe un peu vite fait, bien sûr, à qu'est-ce qui peut, comment mettre vos compétences en synergie avec le collectif. Mais après, c'est vraiment l'idée que ça vient spontanément de vous, comme l'a fait Lude. Et si en effet ça vient spontanément de vous et que au fur et à mesure vous assumez des fonctions critiques, nous de notre côté on assume une reconnaissance de votre statut de contributeur et la compensation qui vient avec. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé pour Lude, où en gros il est arrivé juste un peu avant le lancement, il a beaucoup aidé sur le lancement, et là décembre c'est son premier mois officiel en tant que contributeur. Parce que voilà, en gros, depuis octobre, il a commencé à collaborer doucement et pas mal aidé, notamment côté présence média au lancement et des choses comme ça. Puis après, il a commencé à s'impliquer côté gestion de trésorerie aussi. Et voilà, tranquillement sur le mois de novembre. Et au final, dès début décembre, on a pris la décision de reconnaître sa contribution. Et donc ça, c'est vraiment un peu le flux idéal pour nous.
qu'on aimerait répliquer si d'autres personnes veulent s'impliquer. Et donc voilà, suivez le blog du collectif, on va publier ça bientôt, il faut que je le mette en page, mais l'article est prêt. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Sinon, je crois que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Sinon, dans les lancements prochains, bon, vous l'aurez compris, Retro 0... pardon, Retro c'est déjà live, mais 0 et Blueprint. Donc Blueprint, ça va être mainnet, donc c'est peut-être pas forcément le truc le plus intéressant pour faire vos coups, mais par contre 0, vraiment très bullish là-dessus, parce que ZKEM, donc je pense que la ZKEM, elle va vraiment bien marcher. Je vous rappelle que Polygon, c'est quand même, c'est pas des tocards en termes de rameuter les troupes, ils savent à peu près ce qu'ils font. Pour ceux qui étaient là il y a quelques années, et qui avait vu un peu le DeFi Summer, comme on l'appelait sur Polygon. Bon, d'ailleurs, c'était plutôt un DeFi Spring, ça avait commencé avant l'été. Et voilà, ça avait quand même ça avait été assez significatif et rapide en termes d'attirer des protocoles, de la liquidité, ainsi de suite. Et après, bon, on est en bull market, je sais que ça va peut-être vous faire un peu chier, hein, mais il y a plein de trucs intéressants même sur Retro qui se portent très bien en termes de volume. Je vous les ai déjà mentionnés plusieurs fois, mais au cas où, voilà, bon, je ne veux pas le prendre par quatre chemins, hein. Moi, ça fait quand même plusieurs semaines que je tape du 50+% sur mes stables, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Et c'est vraiment pas bien compliqué, hein. Il y a différentes pools qui sont à des niveaux comme ça, voire plus élevés. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Après, je sais que vous êtes probablement léger en stable, donc allez voir pour des trucs volatiles si ça vous parle. Mais il y a vraiment de quoi faire en ce moment. Je suis impressionné de voir à quel point des yields assez délirants tiennent. Et donc voilà, je vais profiter pour en remettre une petite couche au cas où vous auriez raté. Rico, Adamant Finance, je me souviens de ce truc-là. Oh là là, d'ailleurs, je crois que j'ai encore je sais plus, ils ont converti les tokens que tu avais en lock, en LP ou je sais pas quoi, et après qu'ils les ont remboursés avec un vesting de je sais pas quoi. Enfin, je le vois, ce truc-là, traîner au bas de mon débank, là. J'attends de pied ferme le jour où le vesting est terminé pour pouvoir me débarrasser de ce souvenir du passé. Donc, ouais, à côté, pour finir sur Retro, 0 et Blueprint, donc on a les dates maintenant, je crois qu'on les avait pas la dernière fois, ou en tout cas pas pour les deux. Donc Blueprint, l'époque 0, c'est le 4 janvier, et 0, l'époque 0, c'est le 11 janvier. Donc voilà, les deux premiers jeudis de janvier, il va y avoir de l'action. Et c'est vrai qu'aussi, pour ceux qui ont suivi les 3-3, il n'y a pas que côté rétro que ça bouge, puisque côté Ramsès, il y a un fork Avax qui s'est lancé, il y a un fork Linea qui arrive, si je ne vous dis pas de bêtises, et il y en a encore un troisième, je ne sais jamais lequel. Mental, je crois que c'est le troisième. Alors après, est-ce qu'ils vont tous prendre? Ça dépend vraiment de l'activité sur leur chain. Est-ce qu'ils arrivent à faire des modèles pertinents et ainsi de suite. Enfin, le modèle, c'est le modèle Ramsès, donc a priori ça va. Mais en gros, est-ce qu'ils arrivent à être bons? Encore une fois, ce que je vous aviez dit déjà à l'époque sur le business development pour les 3-3, c'est d'autant plus vrai que jamais, surtout maintenant qu'il y en a une quantité quand même assez faramineuse. Tiens, est-ce qu'ils sont rentrés dans les... Pas dans les airdrops, pardon, dans les forks. Est-ce qu'on a des forks de... Ah, ils vont être rentrés en fork Solidly, je pense, ou Tena. Ouais, non, ça va être en fork Solidly, j'imagine. Ouais, c'est ça, ils sont tous dans la catégorie fork Solidly. Mais ça vous permet d'avoir un petit tour d'horizon des différents 3-3 sur les différentes chains. Après, voilà, ça reste quand même... Oh, il n'y a pas... Ah mais non, il n'y a pas rétro là-dedans, parce que techniquement rétro c'est un fork Tena sérieusement modifié. Donc ouais, bon, vous en avez certains, mais pas forcément tous. Hop. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, merci dans le chat Yubs. Oriza, un fork rétro sur Arbitrum, un fork 0, enfin c'est modèle un peu version 2, disons,
de rétro. Rico, tu touches du doigt un truc intéressant. En effet, sur Zero et Blueprint, c'est un peu la même conséquence. Donc le côté sympa, c'est que vous avez ce option token qui devient aussi le liquid wrapper, donc ça internalise tout. Et ça vous permet en gros d'avoir une position qui va voter en dollar maxi, collecter les bribes et les frais, racheter du Zero ou du Blue, le reloquer et ainsi de suite. Bien sûr, le point négatif de ça, comme le souligne Rico Gourmet, c'est que du coup vous vous exposez avec vos récompenses aux tokens, que ce soit Zero ou Blue. J'imagine que comme moi, vous êtes peut-être assez nombreux à aimer cette dimension dans les VE, que ça vous sort du bon gros yield solide, en bon gros blue chip qui tape sur la table, typiquement des Ethers, des stables ou des choses comme ça, et que potentiellement vous construisez vos positions avec une perspective de combien de rendement vous sortez à la semaine. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué à faire dans un modèle comme ça. En soi, c'est pas impossible en holdant du O0, puisque vous pouvez par exemple vous contenter chaque semaine après la distribution de dumper les hauts tokens obtenus par le yield, quoi. Mais ça implique une action de votre part. Ou alors bien sûr, sinon, vous pouvez toujours redeem les hauts tokens pour un VE, et du coup après gérer les votes vous-même, et du coup collecter les récompenses à votre guise. Mais là, bien sûr, et notamment, surtout sur Blueprint, ça implique, vu que c'est mainnet, des coûts en gaz non négligeables, et donc c'est peut-être pas forcément le plus pertinent. Donc, à voir comment vous le sentez. Ça se tient plus facilement sur Zero, pour le coup. Un autre truc à ne pas oublier, c'est le boost. Il y a LP Boost sur le modèle rétro, et donc c'est un autre bénéfice aussi à contrôler votre VE, notamment sur Zero dans ce cas-là, ou rétro directement, puisque ça vous permet après de sécuriser quand même des petits rendements assez sympathiques. S'il y a des pools stable ou des LSD ou qu'importe les pools qui vous parlent, vous pouvez amplifier votre rendement au rétro, au Zero ou au Blue en possédant un NFT VE. Donc c'est vraiment une question de préférence personnelle et de comment vous comptez utiliser l'exchange. Dans l'ensemble, je dirais que rester en haut sur le modèle 0 vous permet d'avoir quand même un engagement moins significatif, puisqu'au fond, vous pouvez facilement dumper vos hauts tokens quand vous en avez fini avec votre exposition, alors que n'oubliez pas que côté VE, du coup il y a toujours un marché, mais ça va être un marché OTC, et ainsi de suite. C'est quand même beaucoup plus compliqué de dumper une position VE NFT, mais voilà, il y a cette question du boost, et donc ça vous permet de construire non seulement une source de rendement via vos votes, et donc les frais et les bribes collectés, mais en même temps des belles sources de rendement potentiellement sur des paires stable, sur des paires Ether, sur des paires volatiles en fonction de l'exposition que vous êtes prêt à prendre. Mais c'est quand même une stratégie assez compétitive. Ça permet surtout, c'est un des rares trucs, moi en tout cas, que je trouve ces derniers temps, qui permet de maintenir des yields quand même assez élevés dans le temps, puisque quand vous avez un boost, vous sécurisez un peu du yield. C'est-à-dire que voilà, pour répliquer votre stratégie, il faut que de l'autre côté, le mariole qui essaie de vous copy trade, il ait un boost aussi. Et notamment, ça, côté collectif, c'est pas mal, puisque on commence à avoir des VE, j'ai envie de dire, qui annoncent un peu la couleur, des positions comme quasi 6 millions de vélos, 7,5 millions de VE RAM, ou pas loin d'1 million de rétro, donc de VE rétro. Donc en termes de boost, ça donne des trucs assez conséquents, et ça permet aussi d'augmenter l'efficacité de l'entièreté de la stratégie. Donc vous avez une pool sur laquelle vous êtes LP, avec votre VE, vous votez sur cette pool, donc vous collectez les frais, vous augmentez les récompenses de la pool, mais en même temps vous postez des bribes sur la pool, mais comme vous votez sur la pool, vous récupérez une partie des bribes directement à votre vote, mais comme vous êtes LP sur la pool, vous récupérez également une partie des bribes grâce au sur-yield qui est fait grâce au vote alloué à votre pool, mais maintenant comme vous avez un VE et vous êtes LP, vous boostez donc votre yield, donc en boostant le yield qui est déjà boosté, vous récupérez encore plus. Bon, vous voyez, en gros c'est vraiment le principe de base qui est toujours la même chose. Il y a différentes activités que vous pouvez faire pour supporter ou tenir de la liquidité, et elles ont vraiment un caractère multiplicatif entre elles, et donc dans l'idéal il faut taper un peu sur tous les tableaux si vous pouvez vous le permettre, et donc avoir un peu le saint graal des quatre, c'est-à-dire vous avez un VE, vous avez un LP,
vous bribez sur la pool sur laquelle vous êtes LP et vous votez sur la pool sur laquelle vous êtes LP. Après ça, bien sûr, ça dépend aussi de votre perspective et est-ce que vous avez envie de briber et tout ça. Là, je vous parle vraiment plus dans une perspective collective. En tant qu'utilisateur personnel, vous n'allez peut-être pas forcément intéressé de briber et vous allez plutôt vous inclure un peu au-dessus, j'ai envie de dire, d'autres gars qui font des stratégies comme ça. Donc, à voir. Mais voilà. Et donc, pour Amouzo qui demandait, il y a encore des choses à faire pour préparer Zero si on a loupé les dates précédentes avec les incentives rétro. Alors, sur Zero, il y a plus sur Rétro, il n'y a plus d'incentives en BVE0, donc tu peux plus construire ta position comme ça. La pre-sale, elle est vendue depuis le dernier live, où apparemment, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait les macaques, mais grosso modo, peu de temps après le live, il y a 500 NFT qui sont partis. J'ai pas eu le temps d'aller faire le sluicing. Mais comment tu peux préparer ça? Bah, tu peux préparer en ayant des fonds à dispo. Bon, tu n'as pas besoin de le faire maintenant, hein. Je te rappelle que ça lance le 11 janvier. Donc en gros, commence à prévoir un peu que d'ici le 11 janvier, que tu aies des balances dispo sur ZKEVM, tout simplement pour farmer les LP, avec des rendements qui s'annoncent assez bibliques, notamment à l'inception au lancement sur l'époque 0, puisqu'il va y avoir des missions importantes, des bribes importantes, et ainsi de suite. Et si, ça, je peux déjà vous annoncer la couleur aussi, que en termes de tokens que tu peux préparer, voilà, déjà tu peux avoir les gros stables majors, ça devrait être bien couvert, les USDC, les trucs comme ça. Côté LUSD, il devrait y avoir aussi des choses assez sympathiques. Et on regarde à d'autres tokens qui vont être pertinents, mais pour clore la boucle aussi, Dayad va se lancer sur ZKEVM, ça va être son premier L2. Et donc on prépare aussi, côté collectif, un soutien sur la liquidité des paires Dayad. Donc a priori, là pareil, il devrait y avoir des opportunités sympas. Donc bref, l'idée est donc que si tu as raté la vague pré, disons, tu peux toujours te positionner à moindre frais en farmant. Et notamment, moi j'aime une stratégie que j'aime assez faire maintenant sur les VE, c'est juste en farmant avec des stables, quoi. Parce que pour le coup, le risque est assez limité. Et après, à toi de voir ce que tu veux faire en fonction des sommes en jeu et ainsi de suite. Mais voilà, après, tu peux rentrer dans un cycle assez facile où tu poses des stables dans différentes paires pour farmer. Et je sais pas, moi, tu claims tes rewards. Et par exemple, la moitié, tu dumps pour plus de stables. Comme ça, tu as un peu une prise vers la terre, tu sécurises tes profits. Et l'autre moitié, tu redeems pour un VE de manière à avoir une nouvelle source de rendement grâce au vote, au bribe et aux frais, et en même temps le LP boost qui augmente ton rendement sur tes LP stable ou tes LP ISLSD, il devrait y en avoir aussi, je pense. Les nullards, ouais, les VE NFT se vendent sur les marchés secondaires. Il y a différents en fonction en fonction des velo.drone.disponible, je crois. Pardon. En fonction des ça dépend vraiment des exchanges, comment ça se passe. Par exemple, je crois pas encore que sur Vélo et Aéro, il y ait une place de marché, disons, native. Donc là, ça va se passer sur OpenSea. Et le problème sur OpenSea, c'est que c'est assez galère. On peut aller voir, hein. C'est assez galère dans le sens où ça va te mettre la valeur, le nombre de VE qu'il y a là-dedans. Pardon, vélo, on devrait le trouver comme ça. Ça va te mettre donc le nombre de... Ah, parce que je suis probablement sur mainnet. On est où là? Ah, ok, on va se connecter à ce connard d'OpenSea. Oui, je suis pas un Américain, blablabla. Oh my god. Non, c'est pas celui-là que je veux. Aïe, il essaie de me connecter avec un autre wallet qui est un Ledger. Je voulais juste montrer. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, tu vas avoir sur OpenSea différentes positions potentiellement. Tiens, peut-être on peut les trouver directement sur Google. On va tenter notre chance. Et t'en as d'autres qui ont directement des marketplaces internalisés, où là c'est un peu plus cool parce qu'ils peuvent te donner directement le discount en fait. C'est en gros concrètement quand tu achètes un VE NFT,
tu veux calculer la différence par rapport au prix du marché liquide. C'est-à-dire, voilà, on va rester sur vélo, pour que mais c'est la même réflexion sur tout le monde. Donc je ne sais pas à combien il est le vélo aujourd'hui. Oh, il a bien pumpé, dis donc. Bon, voilà, il est à peu près à 6 centimes, donc. Ça, c'est la valeur d'un vélo liquide. Tu te doutes bien que si tu vas acheter une position, mettons, de 1 vélo pour rester simple, tu vas pas la payer 6 centimes. Tu vas probablement la payer moins. Alors, je sais pas, mettons par exemple 4 centimes, à voir en fonction des tailles et de tout ça. Tu vas la payer moins parce que tout simplement, il y a moins d'opportunités sur un vélo déjà loqué que sur un vélo liquide, que tu peux LP, que tu peux revendre après un pump de 25% comme aujourd'hui, alors que ton vélo NFT, t'es plus coincé. Et puis il y a aussi des programmes parfois d'incitation au lock, où je vous rappelle qu'à un moment donné, par exemple, moi quand j'ai loqué mes vélos en vélo il y a 1 an et des brouettes, en gros j'ai ramassé 30 à 40% de la valeur de ce que j'ai loqué en OP sur les semaines qui ont suivi. Donc là vous vous doutez bien qu'à ce moment-là le discount il était quand même beaucoup plus significatif, puisque juste en loquant vous aviez déjà un retour assez intéressant. Donc il y a des places de marché OpenSea, des choses comme ça. Il y a des protocoles qui ont directement leur place de marché internalisée. Bon, il est mort, mais c'est juste pour te montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est le seul qui me vient en tête qui a ça. Et d'accord, c'est pas ça, c'est .fi, c'est .quoi. .exchange. Il va falloir passer par leur Linktree là, con, merci. Hop. Et donc lui, il a une marketplace directement de... Mais attends. Ah non, c'est les clés ça. Mais il n'y a pas une marketplace. Si, normalement, il y a une marketplace de VENFT. On va peut-être la retrouver par ici. Oui, ok, allez, Arbitrum. Ah ouais, j'ai un MetaMask sur cet ordi. J'ai oublié à quel point c'était l'âge de pierre, ce truc. Vous voyez l'horreur que c'est pour la moindre interaction. Mais bon, de toute façon, c'est un wallet vide, vraiment juste pour... Allez. Non, il veut pas. Oh, il est tellement lent. Est-ce que tu as un lien vers la marketplace ici? Ou ça va être la même que l'autre? Ouais, j'ai l'impression qu'ils avaient une marketplace avant, je crois qu'ils ont un peu arrêté. Ou alors j'ai rêvé. Bon, bref. Mais du coup, sur les projets qui ont leur propre marketplace, ils peuvent te faire un peu le calcul pour toi, où ils vont te dire directement « Ah, tiens, regarde, ce truc-là, il est vendu... Ah, c'est Ramsès, merci. Tiens, regarde, ce truc-là, il est vendu à, je sais pas, 1 Ether, et il contient en fait l'équivalent liquide, si tout était liquide, je sais pas, mettons... 1,3 Ether équivalent de token loqué, donc ça veut dire que tu as un discount de, je sais pas, je suis mauvais en maths, 25%, un truc comme ça, ou pas loin. Et donc ça t'évite d'avoir à faire le calcul par toi-même, quoi. Donc je vous montre, c'était en effet Ramsès qui a une marketplace quelque part. Ouais, c'est ça, super. Sur PainSwap, donc externe, pareil, mais comment dire, là il y a le calcul qui est fait pour vous. Donc tu vois exactement ce que je te disais. Donc là par exemple tu as un lock avec 14 000 VORAM et te dit donc à valeur faciale, si ces 14 000 RAM étaient liquides et que tu les mettais sur Paraswap pour les dumps, tu obtiendrais 0,1315 Ether. Le gars il le vend à 0,10, 0,5. Bon, il te donne pas le pourcentage de discount que tu dois calculer toi-même, mais ça te donne quand même une idée de ce que ça peut vouloir donner. Et c'est vrai que c'est pas mal, ça rend le truc plus navigable, parce que vous voyez qu'il y a plein de gens qui essayent des shenaniganeries complètement délirantes. Donc là, un gars qui essaie de vous vendre 20 VERAM à 10 fois le prix sur le marché, donc a priori, celui-là, il devrait jamais trouver un preneur. Après, c'est vrai que je ne sais pas qu'il y a... il y a 6 NFT en vente, donc voilà. Et en gros, bon, il y a 15 000 VERAM à vendre, donc tu vas pas aller bien loin avec ça. Est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des ventes? Si, il y a eu quelques ventes. Donc là, par exemple, c'est quoi ça? Un log de 16 000 RAM acheté pour 0,17 Ether il y a quelques jours. Oh, il y en a eu des plus conséquents. Donc là, une achat à 11 Ether pour 1,2 million de RAM.
Et voilà, donc là, tu vois un discount pas loin des 50%. C'est à peu près, grosso modo, c'est entre 30 et 60% de discount en fonction des, euh, de tous les paramètres dont on discutait, l'appétit, l'organisation de la marketplace, est-ce qu'il y a des bonus pour le lock, et ainsi de suite. Euh, donc ça, c'est pour le marché OTC DVE. Et sinon, ouais, côté vélo, c'est vrai qu'il y a la V3 qui arrive, qu'on attend quand même depuis un petit bout de temps. Ils ont annoncé quelques trucs, je crois, sur leur blog, mais c'était déjà, je me souviens même, je crois, sur le dernier live, ou même encore un avant, on en avait parlé. Où en gros, bah, c'est l'arrivée de la liquidité concentrée. C'est le fameux slipstream, puisque je vous rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, vélo et aéro, c'est que des pools type Uniswap V2, XY égale K, ou StableSwap. Il n'y a pas d'autres formes de liquidité. Et donc, c'est un peu tout leur idée de leur slipstream qu'ils appellent, où bah, c'est un peu le mécanisme qu'a mis en place. Bah, chacun a sa petite sauce. Donc, sur Retro, ils utilisent Retro 0, Blueprint, Oriza. Ils passent directement par Merkle pour distribuer les récompenses sur les pools CL. Sur Ramsès, ils ont développé leur propre truc. Et là, donc sur Vélodrome, on est aussi dans une optique de développer leur propre solution, qui va probablement être assez inspirée de ce qui se fait déjà ailleurs. Hein. On ne va pas non plus inventer la roue. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont présenté concrètement là-dessus, mais bon, après c'était assez basique. Mais après, bon, c'est le même. Je sais plus, ça fait un petit peu de temps que j'ai pas lu, donc je regarde vite fait. Ouais, ça change un peu la logique aussi de. Ok, donc il va y avoir une distribution de frais au LP si tu stakes pas. Intéressant. Ouais, donc là, pareil, donc il y a ils vont travailler sur le width des pools, donc la largeur des ticks, mais là, pareil, on est quand même sur un truc moins customisable que par exemple Maverick, puisqu'en gros, ils vont forcer une width par type de paire. À voir. Mais après ça, encore une fois, ça date d'il y a déjà un petit bout de temps quand ils avaient publié ça. Vous voyez, c'était en septembre. Donc, je sais pas où on en est, côté release. Mais voilà, voir quand ça arrive. Et ouais, monter le frais jusqu'à 3%, bon, ça après, c'est un peu mon problème avec Vélo depuis le bas, c'est qu'ils sont passés d'une logique de on maximise les bribes à une logique de on maximise les frais. Et en fait, bah dans les deux cas, c'est une réponse très partielle, quoi. C'est-à-dire, ouais, tu maximises les frais collectés, c'est très bien. Mais ton truc, à la base, on est là pour swapper, on n'est pas là pour se faire tondre à chaque swap. Donc, il y a un peu des objectifs contradictoires parfois. C'est vrai que moi, ça me semble excessif de monter les frais à 3%. Mais bon, c'est un schéma qu'on retrouve sur un peu pas mal de 3-3, hein, parce qu'au final, les frais, c'est ce qu'il a. Le but du jeu, j'ai envie de dire, c'est de collecter plus de frais à chaque époque que des missions qui étaient envoyées sur chaque pool. Alors après, quelle est la meilleure réponse à ça? Est-ce que c'est d'augmenter les frais ou est-ce que c'est d'essayer de traiter plus de volume? Chacun essaye sa petite sauce. Mais même Ramsès expérimente des trucs. Par exemple, il y a des pools à 2% sur Ramsès. Donc voilà, ça dépend des tokens, à voir qu'est-ce que ça donne en termes de volume. Après, en soi, sur leur propre token, c'est peut-être... Oh, bah dis donc. Waouh, c'est la fête du 3-3 aujourd'hui. C'est peut-être pas délirant sur leur propre pool, puisque ça leur permet, en soi, si c'est eux la plus grosse... En fait, la question qu'il faut se poser quand il y a des gros frais, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te couper l'herbe sous le pied, quoi, est-ce qu'il y a une autre source de liquidité ailleurs
qui va être capable de traiter les volumes, parce qu'elle a une taille ou une concentration similaire, mais moins de frais. Si c'est le cas, alors probablement tu vas perdre tout le volume si tu augmentes les frais. Par contre, si tu es le plus gros sur ta paire, en soi, il n'y a pas d'autre choix pour trader des grandes quantités, donc ça va quand même rester... le volume devrait être capturé. Je regarde vite fait un peu... D'accord, tout pump sauf rétro. Non, ça va. Mais c'est marrant, ça, dis donc. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 2 heures au final. Et oui, c'est vrai que voilà, Rico Gourmet vous donne l'exemple. Même sur Ramsès, malgré le fait que c'est une grosse paire, au final 2% de frais c'est quand même assez énorme. Et mettons qu'il y a une paire à 30 BPS sur Uniswap, donc à 1/7 du frais par rapport à 2%, ça va très vite. Il n'y a pas besoin que la paire elle soit énorme pour capturer les trades et notamment les petits trades, quoi. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibre, il n'y a pas de réponse évidente à tout ça. Mais voilà, c'est un truc à avoir en tête. Souvent, ce qui se passe quand ils augmentent les frais, c'est que en fait, les frais collectés sur une époque restent pas loin d'être statiques, parce que bon, oui, ok, ils collectent plus de frais par swap, mais ils prennent moins de volume, et donc dans l'ensemble, ils collectent la même ou moins de frais, ou un peu plus. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble qu'il faut regarder, et pas juste un paramètre. Et c'est souvent ça qui fait défaut chez les projets. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Amusez-vous bien, préparez-vous pour la ZKEVM, je pense qu'il y aura des trucs sympas à faire. Suivez le collectif, on a 2 articles sympas qui arrivent, comme je vous le disais. Un article sur Loud et comment il a rejoint le collectif en tant que contributeur. Donc pour ceux qui sont intéressés à contribuer, ça devrait vous donner un peu plus de perspective. Et la semaine prochaine, le rapport de trésorerie sur novembre, qui est un peu le mois de test, puisque c'est là où on a eu nos premières dépenses complètes, les frais récurrents, les contributeurs et ainsi de suite. Et spoiler alerte, on a encore un large premium, évidemment. Et voilà. Checkez Dyad si vous avez le temps, c'est un mécanisme intéressant. Et je crois que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et ouais, du coup, un joyeux Noël. C'est vrai que c'est bientôt. Et yes, amusez-vous bien, faites de la belle DeFi. Salut!